Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Prenez place, installez-vous confortablement. Voici le sommaire. Du rugby à 7, un tournoi international et qualificatif pour les prochains JO se disputera les 19 et 20 juin au stade Louis II. Eh bien, le tirage au sort vient d'avoir lieu en présence du souverain, mais aussi de Bernard Laporte. Nous serons avec le président de la Fédération française de rugby. Il nous parlera entre autres de ce tirage au sort et du potentiel de l'équipe de France de rugby à 7, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. La mission pour la transition énergétique a organisé sa conférence annuelle sur le thème « Vivre sans déchets ». 3 prix ont été remis à cette occasion sur les initiatives monégasques des réductions des déchets. Nous vous présenterons le film 30 et 40, tourné en 1945 et projeté au Théâtre des Variétés samedi 15h par l'Institut audiovisuel de Monaco dans le cadre de Monaco en film, avec Georges Guettari et Martine Carole, 2 stars de l'époque. José Sacré nous présentera le dernier concert de l'OPMC de dimanche dernier. Frédéric Chopin y était à l'honneur. Et enfin, nous vous proposerons un Focus Info sur l'Académie Princesse Grace qui a fait passer ce week-end ses examens de fin d'année au cœur de l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Voilà pour le sommaire. Il avait été présenté officiellement au mois de février au Yacht Club. Le tournoi de qualification olympique de rugby à 7 aura lieu au stade Louis II les 19 et 20 juin prochains. Aujourd'hui, nouvelle étape importante, le tirage au sort de ce tournoi international a eu lieu à l'hôtel Hermitage. Les détails dans ce reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Tirage au sort qui concernait précisément 22 équipes, 12 féminines et 10 masculines. Commençons donc par le tirage au sort qui concerne les femmes, réalisé par Gareth Whitstock, président de la Fédération monégasque de rugby. Poule A, Russie, Argentine, Mexique, Samoa. Poule B, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Kazakhstan, Jamaïque, Tunisie. Poule C, France, Hong Kong, Colombie et Madagascar. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II a tiré au sort les équipes masculines. Voici la poule A, Samoa, Irlande, Tonga, Zimbabwe, Mexique. Et la poule B, France, Hong Kong, Chili, Ouganda et Jamaïque. Je crois que là, il va y avoir de très belles affiches, tant chez les femmes que chez les hommes. Alors, bien sûr, c'est pas tout à fait le même format, parce qu'il y a plus de poules chez les femmes que chez les hommes. Il y a eu un désistement de 2 équipes, mais je crois qu'on aura de très belles rencontres. Je suis heureux pour la France qu'elle ait une poule un tout petit peu plus facile que chez les hommes que la poule A, où il y aura des chocs vraiment très importants, surtout entre les Tonga et les Samoa. La meilleure équipe masculine décrochera son billet pour les JO de Tokyo. Les 2 équipes féminines qui accéderont à la finale partiront, elles, pour le Japon. L'inscription du rugby à 7 pour la première fois aux Jeux Olympiques remonte aux JO de Rio et depuis, la discipline est en pleine ascension. Une discipline dont il est de plus en plus question à Monaco. Terre d'Ovalie aussi. C'est pas la première fois qu'on accueille ce tournoi, puisqu'en 2016, on avait accueilli aussi le tournoi qualificatif homme. Et puis il y a eu d'autres tournois, et puis le tournoi Saint-Dévote, bien sûr, et tout ce qui est fait pour les jeunes. Mais je pense que ça montre le côté multidisciplinaire du sport en principauté. Et on est très heureux que le rugby puisse avoir une place de choix aussi. Mais je crois que ça va être une très belle fête du rugby, j'espère une très belle fête. De l'amitié sportive, et je suis heureux que ce tournoi qualificatif puisse avoir lieu en principauté. Ce tournoi proposé par la Fédération monégasque de rugby et World Rugby est aussi soutenu par le gouvernement princi et par la Fondation Princesse Charlène qui partage les valeurs de solidarité et d'humanité véhiculées par ce sport. Rendez-vous dans à peine un peu plus d'1 mois au stade Louis II les 19 et 20 juin. Les détails concernant le public et les jauges seront connus prochainement. Et pour réagir à propos de ce reportage sur ce tirage au sort, nous sommes avec le président de la Fédération française de rugby et vice-président de la World Rugby, Bernard Laporte. Bonsoir. Bonsoir. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. C'est un grand rendez-vous qui attend toutes ces équipes au mois de juin. Il y a des JO à la clé. Oui, exactement. C'est la dernière étape pour les dernières places qualificatives pour ces Jeux. Donc effectivement, il y aura beaucoup d'excitation, comme on disait, chez les 12 équipes féminines et les 10 masculines, puisque vous le savez, le Brésil et la Chine ne seront pas présents. Le tirage au sort, un mot sur ce tirage qui vient d'avoir lieu. Votre analyse, qu'est-ce qui en ressort d'intéressant ? Il est toujours difficile d'analyser des poules, notamment quand on est président d'une fédération comme moi. Je dirais d'abord merci beaucoup à son Altesse Sérénissime d'avoir accepté de faire ce TQO à Monaco. Voilà, merci beaucoup à lui et au gouvernement monégasque et à la fédération monégasque de nous accueillir.
c'est vraiment un réel plaisir d'être ici. La France, un mot sur l'équipe de France, parce que vous êtes le président de la Fédération française de rugby. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette équipe de rugby à 7 en ce moment? Elle a beaucoup progressé, hein, notamment durant les 4 dernières années, que ce soit l'équipe féminine ou l'équipe masculine. Donc c'est vrai qu'elle a un rôle à jouer dans ses qualifications, mais elle n'est pas la seule. Hein, avec d'autant plus chez les garçons qu'une place qualificative. Bon, il y a des équipes costauds, hein, l'Irlande, le Samoa, Tonga, ce sont des équipes solides, comme on dit, mais la France a un rôle à jouer. Et la poule de la France, là je regarde, j'ai pris des petites notes parce que ça vient d'avoir lieu. La France, donc on le redit, tombe sur Hong Kong, Chili, Ouganda et la Jamaïque. C'est une grosse poule, c'est une poule plutôt facile. Quelle est votre analyse? Oh, je ne dirais pas que c'est une poule facile. C'est vrai que la première poule est peut-être plus compliquée, où il y a 3 prétendants, c'est-à-dire l'Irlande, Samoa et Tonga, hein, qui vont prétendre à la qualification. Elle est peut-être plus difficile celle-là, mais vous savez, après, il y a une demi-finale et une finale à gagner. Hein. Je le disais, il n'y a qu'une place. Donc, même si les poules sont, a priori, la poule de la France peut-être un peu plus facile, il faudra quand même battre un costaud, comme on dit, c'est-à-dire un demi-finaliste et gagner la finale. Et côté féminine, je vous ai posé la question par rapport à l'équipe de France. L'équipe féminine de rugby à 7, c'est une bonne équipe? Oui, c'est une bonne équipe, pareil, qui a progressé énormément hein, depuis 4-5 ans. On est ravis, hein, que ce soit à 15 ou à 7 des performances de nos équipes féminines. Donc voilà, donc je leur souhaite bien sûr bonne chance aux 2 équipes d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on serait ravis de voir nos 2 équipes participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette variante, dans ce sport, le rugby à 7? Moi, je n'étais pas, comme on dit dans le jargon, un aficionados il y a une dizaine d'années. Puis petit à petit, dans l'envoi des matchs, etc., je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de vitesse au jeu, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de passes. On voit le ballon en permanence. Donc ce n'est pas le même sport que le rugby à 15. Nous, on a été mamellés au rugby à 15, c'est une évidence. Mais regarder le rugby à 7 est un réel plaisir. Voilà, moi, et même quand on ne connaît pas les joueurs, c'est ça qui est agréable. Et moi, je vois des matchs des fois à la télévision. Je dis l'Espagne, la Russie. Je ne connais pas les joueurs. Mais par contre, les joueurs sont bons ou les joueuses. Et c'est toujours un réel plaisir de le regarder. Quelles sont les grosses différences? C'est le cardio, c'est un sport plus ouvert? Oui, mais c'est un sport très très difficile. Point de vue cardio, ça c'est une évidence. D'ailleurs, beaucoup de joueurs à 15 qui vont s'essayer à 7, ben, la première analyse qu'ils font, c'est celle-là. C'est que ce n'est pas du tout le même rythme. En termes de cardio, c'est très très dur. C'est un sport très difficile, le rugby à 7. Au fil des années, le rugby à 7 s'est professionnalisé. Hein. Au début, c'était, on va dire, anecdotique. C'était des joueurs de rugby à 15 qui voulaient s'amuser ou qui ne perçaient pas forcément dans le rugby à 15. Aujourd'hui, ça se professionnalise véritablement? Oui, puis le fait qu'il ait été inscrit aux Jeux Olympiques a donné un coup d'élan considérable à notre sport. Et les fédérations, bien sûr, se sont adaptées et ont fait en sorte, effectivement, de professionnaliser, à commencer par la France. Parce que, je le répète, il y a des médailles olympiques à aller chercher. Donc on se doit d'avoir des équipes compétitives. Et c'est olympique et c'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment au niveau de l'intérêt du public. Il y a de plus en plus de téléspectateurs. Il y a de plus en plus de téléspectateurs et en termes de licenciés, hein, World Rugby dit que la marge supplémentaire de licenciés, elle vient du rugby à 7. Ça, c'est une évidence. Il y a beaucoup de pays qui jouent, on le voit. Hein, Ouganda, je ne vais pas tous les citer. Bon, ce sont des pays qui jouent très très peu à 15, qui jouent beaucoup à 7 et qui jouent très bien d'ailleurs à 7. Là, on le rappelle concrètement, une place pour les JO de Tokyo chez les hommes, pour le vainqueur du tournoi, et 2 places chez les femmes, le vainqueur et le finaliste, c'est bien ça? Exactement, c'est exactement ça. Dernière question, Monaco accueille ce tournoi qualificatif. On connaît la principauté pour le foot, pour le basket également maintenant. Vous aimeriez que Monaco puisse devenir une terre de l'Ovalie? Bien sûr que j'aimerais, mais vous savez, ça commence à le devenir. Hein, et je n'oublie pas qu'il y a une fédération monégasque avec une équipe à 7. On a créé une académie. Et la Fédération française de rugby va cautionner cette académie. Voilà, donc non, ça se professionnalise très très bien, ça s'organise très très bien ici à la Fédération monégasque. Et je le répète, à 7, ils ont une équipe compétitive. Et d'ailleurs, ils participeront au futur championnat de France à 7 avec 3 étapes à Aix, de mémoire, à Toulouse et je ne sais plus quelle est, La Rochelle, je crois, la dernière étape, avant d'aller jouer les phases finales à l'Arena au mois de novembre. Monaco aura son équipe. Donc oui, donc ça grandit bien et nous sommes ravis, encore une fois, de tous les efforts déployés par cette fédération. Alors, en attendant, nous suivrons de très près les 19 et 20 juin au Stade Louis II, le tournoi Monaco 7 qualificatif pour les prochains JO. Merci Bernard Laporte. Merci à vous. On vous retrouve Christina Thomel pour un premier point sur l'information. Bonsoir.
Peace and Sport inaugure le programme international Peacemaker Project, forte de son expertise dans le domaine de la paix par le sport et du succès de la numérisation de sa méthodologie à travers l'application mobile Peace and Sport by My Coach. Peace and Sport déploie le Peacemaker Project au niveau international. Alors pour la première fois, le projet sera mené en partenariat avec 10 organisations à fort ancrage local et réparties dans 10 pays. L'objectif, soutenir des organisations qui œuvrent pour la paix en utilisant le sport comme outil principal de leur démarche. Peacemaker Project apportera une réponse à divers enjeux sociaux et afin de répondre au mieux à leurs besoins, Peace and Sport les accompagnera dans les prochains mois de la formation des animateurs de la paix à l'évaluation de l'impact en lien avec les réalités du terrain. Et puis Christinda, comme chaque mardi, les chiffres relatifs au dépistage annoncés par le gouvernement. Oui, alors du 3 au 9 mai dernier, il a été réalisé 3311 tests PCR et antigéniques sur des patients résidents et non résidents et il a été enregistré un taux de positivité de 2,1%. Hier soir, le bilan sanitaire de la Principauté s'est levé à 2481 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. La commission d'insertion des diplômés présente les panels des métiers de l'innovation au lycée FANB. Organisés dans le cadre de la semaine de l'orientation, les panels de l'insertion permettent aux lycéens de rencontrer des professionnels de secteurs porteurs d'emploi en Principauté. Et cette année, 4 panels ont été proposés à tous les élèves de première du lycée FANB au programme Découverte des métiers de droit, de l'ingénierie et du numérique, de l'entrepreneuriat et de la santé. Les élèves ont pu découvrir ainsi ces différents métiers et échanger avec des professionnels des différents secteurs. Merci Christina, on se retrouve dans quelques instants. Ce lundi a eu lieu la conférence annuelle de la transition énergétique sur le thème « Vivre sans déchets ». L'occasion de faire un point d'étape et de remettre 3 prix initiés par la MTE. Reportage de Juliette Rappert. Retransmis sous format 100% digital, cet événement avait pour but de mettre en avant certaines initiatives nationales et internationales de la réduction des déchets. Tout simplement parce que les déchets sont vraiment au cœur de notre transition énergétique. Ils émettent 1/3 de nos émissions de CO2. Donc clairement, il faut qu'on arrive tous ensemble à réduire ces déchets à la source, à trouver des alternatives, à aller vers un zéro déchet, un vivre sans déchets. Donc on a pensé que valoriser des initiatives dont on estime en plus qu'elles peuvent être reproductibles, évidemment, ça participe à une dynamique favorable et donc moins émettrice en émissions de gaz à effet de serre. La conférence a débuté par un bilan de la transition énergétique de la Principauté réalisé par le conseiller de gouvernement Marie-Pierre Gramalia, puis par la remise de prix par son Altesse Sérénissime le Prince Souverain des 3 projets ayant reçu le plus de voix lors du vote de la meilleure initiative monégasque de réduction des déchets. Des initiatives connues, mais aussi parfois originales, comme celle du Salon Odyssée. Ça fait de longues années qu'on s'est engagé sur le chemin de réduire nos déchets et de faire le plus possible pour avoir un engagement écologique fort. On avait 2 usages des cheveux, ceux qui sont courts, c'était la poubelle, ceux qui étaient longs, on en faisait dans des associations qui faisaient des perruques pour les personnes malades. Mais c'est vrai que là, ça nous permet de réduire presque à néant nos déchets. Le CHPG, représenté par le docteur Laure Bonnet, le Grimaldi Forum, représenté par Sylvie Biancheri, et Roland Mouflard du Salon Odyssée, ont donc reçu un trophée en forme d'olivier réalisé à base de métaux recyclés de l'artiste Joël Rebière. 30 et 40, c'est le nom d'un jeu au casino, mais c'est également le titre d'un film en noir et blanc des années 40 avec la Principauté en décor. Et c'est de ce film dont nous allons parler avec Vincent Vatrican de l'Institut audiovisuel. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film assez ancien, 1945, de 30 et 40. C'est le titre du film. C'est réalisé par Gilles Grangier. De quoi parle tout simplement 30 et 40 ? Alors, le film a été sélectionné dans le label Monaco en film. Donc, on devine que le film a un lien avec Monaco. Le film est une production montée sur 2 acteurs qui sont alors très connus, à la fois Georges Guettari pour l'opérette et Martine Carole qui a eu aussi déjà de grands rôles au cinéma. Une star dans les années 50. Voilà, et qui deviendra vraiment une grande star dans les années 50 et qui, pour l'anecdote, a tourné jusqu'au début des années 60 et est décédé à Monte-Carlo.
À l'hôtel de Paris. Absolument. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Georges Guettari et Martine Carole sont enterrés dans le même cimetière à Cannes. Absolument. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de projeter ce film? Alors, c'est une vraie rareté. Ouais. Là aussi, on a eu beaucoup de difficultés à trouver une copie. C'est un film en costume qui se déroule sous la Troisième République. Le scénario n'a ni queue ni tête, n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est évidemment de valoriser Georges Guettari, qui évidemment poussera la chansonnette dans le film, et qui tombe amoureux de Martine Carole. Et son père, le père de Martine Carole, qui est joué par Allerme, grande figure du cinéma français des années 40 et 50, et personnalité un peu acariâtre, et décide d'éloigner sa fille de ce bellâtre et de l'emmener à Monte-Carlo. Et du coup, à Monte-Carlo, on voit des scènes et des extérieurs de Monaco qui sont rarement filmés, notamment toute une séquence qui est tournée dans le quartier des Bas-Moulins, future plage du Larvoto. Et ce sont évidemment, pour les gens d'ici, des images tout à fait étonnantes. De la même façon que, un peu plus tard dans le film, des images sont tournées de la place du Casino. Alors donc, vous l'avez dit, les deux stars de l'époque, Georges Guettari, Martine Carole, qu'est-ce qu'ils ont apporté au film, à votre avis? Je trouve que Georges Guettari, par exemple, a un petit côté Jean Dujardin, ou Jean Dujardin a un petit côté Georges Guettari. Ah oui, c'est marrant que vous disiez ça. Physiquement, il y a des moments absolument où il y a un petit air de ressemblance. C'est un film qui est clairement fondé sur eux, sur leurs prestations. Le moindre éclairage est travaillé pour donner le meilleur profil d'eux. Enfin, tout va pour en faire les véritables vedettes du film. Et 30 et 40, je me suis posé la question, pourquoi ce titre? C'est un jeu. D'accord. C'est un jeu casino. Vous voyez que je joue beaucoup. Voilà. Moi, pas du tout, puisque je rappelle que j'y suis interdit de casino. Mais oui, 30 et 40 fait évidemment lien avec un jeu de table. Et effectivement, il y a des scènes de casino dans le film. Voilà, allez voir donc 30 et 40 et on pourra avoir de belles images de Monaco et de Monte-Carlo. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. Rien ne va plus. Et en plus, il est joueur, c'est complet. Mais nous jouons tous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ici? « 30 et 40 sera projeté ce samedi 15 mai à 15h au Théâtre des Variétés. On passe au reste de l'actualité en bref, Christina, avec une réouverture attendue. Oui Fabien, la collection des voitures du Prince réouvrira lundi 17 mai au public, soit la semaine du Grand Prix de Formule 1. Les visiteurs pourront découvrir la Ferrari SF90 pilotée par Charles Leclerc lors de la saison 2019. Le musée sera ouvert tous les jours de 10h à 17h30. L'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo organise une vente aux enchères ce mercredi. Oui, après une vente qui a déjà eu lieu au mois d'avril, l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo organise cette fois une autre vente majeure qui présente des pièces rares d'archéologie et des bijoux précolombiens comme un rarissime collier en coquille d'œuf d'autruche vieux de plus de 3000 ans. Une vente qui se tiendra demain à 14h30 au sein de l'Hôtel des Ventes et qui est au profit de la Croix-Rouge monégasque. Vous allez nous proposer des idées sorties pour les enfants. Eh bien, sachez que la bibliothèque Princesse Caroline propose ce mercredi à 14h un atelier animé sur le thème « Et si on bricolait ?» Un atelier ouvert aux enfants dès l'âge de 6 ans. Et puis sinon, le musée d'anthropologie, quant à lui, organise différents ateliers du lundi 17 mai au mercredi 19 mai pour tenter de soulager un peu les parents qui travaillent, les enfants étant en vacances exceptionnellement cette année. Des ateliers qui se tiendront de 10h à midi et eux aussi ouverts aux petits à partir de 6 ans. De la musique à présent, après le décès à l'automne dernier du maestro Alexander Vedernikov et l'impossibilité pour le pianiste Alexander Toradze de se rendre à Monaco, le public de l'auditorium Régnier 3 a découvert dimanche 9 mai deux jeunes et grands talents, le chef d'orchestre Stanislas Kochanowski et le pianiste cubain Jorge González Bouyazan qui a interprété le concert pour piano et orchestre numéro 1 de Frédéric Chopin. J'y suis arrivé. Reportage de José Sacré.
Avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Stanislas Kochadowski, le jeune pianiste cubain Jorge González Buachazan a interprété dimanche 9 mai le concerto pour piano et orchestre numéro 1 de Frédéric Chopin. Quand j'étais petit, j'aurais pu imaginer que j'allais jouer avec orchestre à Monaco, quoi. Pour moi, c'est inimaginable quand j'étais petit. Donc oui, j'ai grandi avec cette musique et ça a vraiment une partie très importante pour moi. À Cuba, la musique est toujours aussi importante, la musique et la danse par exemple. Oui, on produit énormément de bons musiciens qui n'ont pas toujours la chance que j'ai eue de pouvoir étudier à l'étranger, de s'épanouir, d'évoluer. Moi j'ai eu beaucoup de chance en fait aussi. Donc j'ai beaucoup de camarades qui ont dû arrêter, qui n'ont pas pu en vivre finalement. Et c'est désastreux. Dimanche 16 mai, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo accueillera son artiste en résidence cette année, le pianiste Alexandre Kantorov. On reste dans le domaine musical avec de la danse. L'Académie Princesse Grace a fait passer ce week-end ses examens de fin d'année au cœur de l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Retour sur cet événement dans ce Focus Info signé Christine Tomel et Thomas Deus. Temps fort pour les élèves de l'Académie Princesse Grace, les examens de fin d'année. Des examens qui ont eu lieu ce week-end à l'atelier des ballets de Monte-Carlo. Cet examen, il est essentiel surtout pour les élèves. C'est vraiment l'aboutissement de leur année de travail, d'autant plus cette année qui a été extrêmement compliquée pour eux. Et puis c'est le moment où finalement ils arrivent au bout de quelque chose. Ils ont la certitude d'avoir été appréciés. Ils sont regardés d'une manière très attentive. Et je crois que pour eux, c'est comme faire un spectacle pour un professionnel. C'est un moment essentiel. Un événement majeur donc pour les jeunes danseurs de l'Académie, mais aussi pour leur professeur Luca Massala. C'est une préparation qui s'est faite depuis le début de la saison. C'est en fait le travail quotidien que les professeurs font dans 3 disciplines différentes, la discipline classique, contemporain et composition. Disons que la variation a été préparée peut-être il y a 5 semaines, où on peut travailler plus ou moins 1h30, 3 fois par semaine. Mais en fait, la préparation mentale, parce qu'en fait, le plus gros de cet examen, c'est le stress. Et comment gérer le stress, c'est quelque chose que malheureusement, on ne peut pas vraiment se préparer avant. C'est aujourd'hui qu'on va voir qui sont les élèves qui réagissent bien au stress et qui vont perdre un petit peu leurs moyens. Et de là, pouvoir commencer à travailler sur ça la saison prochaine. C'est toujours stressant, les examens, mais bien sûr, l'envie de la danse est toujours présente. Surtout après le confinement de l'année dernière. Ça fait 2 ans qu'on attend ça et du coup, j'ai vraiment hâte d'y aller. Et c'est face à un jury composé de professionnels que chaque élève a présenté une variation classique, une variation contemporaine, ainsi qu'une composition personnelle. Le jury, il est essentiellement composé de gens qui sont autour de la structure, c'est-à-dire les professeurs de l'école, et puis évidemment des gens comme Bernice Kopitas, comme moi, comme les maîtres de ballet, qui eux ont un regard, je dirais, plus professionnel sur ce qu'un danseur peut, ce qu'on peut attendre d'un danseur quand il sera dans une compagnie. Donc à la fois, c'est une liaison entre leur propre professeur à l'école et ce regard plus professionnel de ce que sera leur carrière par la suite. L'objectif, c'est de montrer vraiment ma joie pour la danse et de tout donner et d'oublier de montrer tout le travail qu'on a fait depuis des mois et vraiment de profiter du moment. Et si l'ensemble des élèves a pu apprécier ce moment aussi stressant que rare, il s'agissait aussi d'un instant émouvant pour les élèves de dernière année, une sorte de remerciement et d'au revoir à l'Académie Princesse Grace, les 8 élèves ayant trouvé un contrat pour intégrer différentes compagnies de danse professionnelles à la rentrée. Et parmi eux, une jeune danseuse prénommée Ashley qui vient de rejoindre les rangs des danseurs de la compagnie des ballets de Monte-Carlo. Une compagnie que nous aurons le privilège de retrouver très prochainement et qui prépare d'ores et déjà sa rentrée. Les ballets, écoutez, je crois qu'on en est surtout dans une situation exceptionnelle parce que grâce au prince et au gouvernement princier, on a maintenu une activité, ce qui est vraiment
unique au monde. Donc nous, on est reparti à 100%. On a eu la bonne nouvelle, on va faire le festival de Grenade en Espagne le 16 juin. On va faire nos spectacles au mois de juillet comme prévu. Et puis les perspectives sur la rentrée sont très positives avec des tournées qui devraient arriver assez rapidement. On sera au Théâtre de Nice aussi en début juillet. Donc nous, on a le sentiment quand même que les choses reprennent, mais évidemment c'est très fragile. Les tournées à l'étranger sont très fragiles. On ne sait pas encore exactement quelles seront les conditions. On sait qu'on doit retourner par exemple en Chine, mais si on doit être 15 jours confinés avant et après, ça va être extrêmement délicat. Donc pour le moment, on se concentre essentiellement sur le maintien de l'activité ici et nos spectacles à Monaco. Mission accomplie donc pour Luca Massala qui, depuis 2009, a pour objectif que l'ensemble de ses élèves trouvent un contrat à la fin de leur formation et un bilan plutôt positif pour les ballets de Monte-Carlo qui envisagent une reprise tout en douceur et ce, malgré la crise sanitaire. On passe à la météo. La pluie sera-t-elle encore de la partie ? Eh bien non, Fabien, les éclaircies seront de retour. Durant la journée, le ciel sera dégagé, même si quelques passages nuageux feront leur apparition et une légère brise soufflera tout au long de l'après-midi. Du côté des températures, le thermomètre oscillera entre 12 et 19 degrés. Le soleil se lèvera à 6h07 et se couchera à 20h46. Ce mercredi 12 mai, nous fêterons les Achilles. Merci Christinda. Il est temps de se quitter. Une dernière chose avant cela. Les photos du jour de Manuel Vitali, le making-of d'un tournage à Monaco Broadcast pour Monaco Info. Une émission consacrée au basket et le titre de champion d'Europe pour la Roca Team. C'est ce qu'on appelle ramener la coupe à la maison. Émilie Rousseau et Frédéric Hélion reviendront sur cette épopée avec les joueurs et le staff de l'AS Monaco Basket. Cette émission au grand format sera diffusée mercredi après le journal de 19h que j'aurai le plaisir de vous présenter. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.